Eric Werner, bonjour. Bonjour Pierrot, Merci de me recevoir chez toi. c'était un plaisir. Alors, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, on va pas faire ta présentation car elle serait trop longue. Tu es un des écrivains suisses les plus importants, à mon avis, de l'époque. Et j'ai lu récemment un livre d'il y a une dizaine d'années, Le portrait d'Eric. Il se trouve que le portrait est ici. Euh, Récemment, tu as beaucoup contribué au magazine en ligne Antipresse, qui est, je trouve, de très bonne qualité. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus de cette collaboration et de ce que tu écris dans Antipresse? Bon, l'Antipresse est dirigé, animé, inspiré par Slobodan Despot, qui a été longtemps mon éditeur comme directeur des éditions Xenia. C'est chez lui que j'ai publié au fond la plupart de mes livres. Il y en a un certain nombre qui étaient sortis à l'âge d'homme, mais après l'âge d'homme, je me suis fait éditer par Slobodan. Et il y a 4 ou 5 ans, il a créé ce magazine en ligne qui s'appelle l'Antipresse. Au point de départ, j'y ai collaboré de façon ponctuelle et à un moment donné, Slobodan m'a demandé de densifier en quelque sorte ma collaboration en écrivant un article toutes les semaines. Et au début, je me suis dit que ça serait compliqué et difficile. Et ensuite, le rythme est venu et j'y suis maintenant complètement habitué. Ça a coïncidé avec la pandémie. C'était en mars 2020. Quand, je sais pas, il y a un concours de circonstances qui a fait que les choses sont arrivées ensemble. Tu, euh, Tu as une analyse aiguë, euh, peu complaisante de la situation du monde actuel. Et celle-ci s'est fortement, on va dire, augmentée pendant cette pandémie. Tu as écrit des livres comme Avant la guerre civile, euh, où tu as prédit beaucoup des choses qui sont en train d'arriver. Comment cette pandémie change le monde selon toi? On dit que ça change, peut-être que ça ne change pas. On ne peut pas encore maintenant en juger. On peut pas, on manque encore du recul nécessaire, du recul qui serait nécessaire pour dire s'il y a ou non changement. Ça, on le saura dans 10 ans. À ce moment-là qu'on pourra faire un bilan de ce qui se passe actuellement. Actuellement, on est trop dans l'événement lui-même pour pouvoir dire ce qui va se passer. Donc, j'hésiterais à poser un diagnostic. Dans tes écrits, Disons, ce qui me crève les yeux, c'est qu'il y a une activation de la numérisation. Ça, c'est un fait. On peut dire qu'il y a de plus en plus d'ordinateurs, il y a de plus en plus disons, de nécessité d'utiliser l'outil numérique pour toutes sortes d'activités qui, jusqu'ici, leur échappaient complètement. Voilà. Ça, c'est une constatation de fait, je dirais. Mais au-delà, j'aurais de la peine D'ailleurs, je m'avance avec prudence. Voilà. tu parles souvent du déclin de la démocratie. Moi, j'ai jamais cru depuis très très longtemps à l'existence de la démocratie dans nos pays. Je pense que c'est largement fictif, c'est un écran de fumée, que la réalité est beaucoup plus prosaïque. On a affaire à un gouvernement de type oligarchique, tyrannique, qui fait ce qui lui plaît, en ménageant un certain nombre d'apparences. Voilà. Je ne dirais pas que la pandémie... Voilà, ce que la pandémie a changé, c'est la chose suivante. C'est que jusqu'ici, les choses se faisaient de façon hypocrite, derrière le rideau de fumée dont je viens de parler, alors que maintenant, me semble-t-il, les autorités, les dirigeants jouent très clairement carte sur table. Euh, N'éprouvent plus, comme c'était le cas jusqu'ici, le besoin de se masquer le visage. Tout est à visage découvert dorénavant. Ça, c'est la grande nouveauté. C'est-à-dire qu'on voit très clairement à qui on a affaire. On a affaire à des autorités qui, euh, disons, obéissent avant tout à des impératifs qui leur sont propres. Ils ne s'occupent pas du bien commun, sûrement pas. Les tyrannies ne durent généralement pas très longtemps. Ça dépend, ça dépend. Ça dépend de quoi on parle. Les régimes totalitaires du XXe siècle, l'Union soviétique a quand même duré combien 70 ans. 70 ans quand même, hein, 70 ans. Et après, ça s'est effectivement effondré. Mais c'est le cas de tous les régimes. Les régimes
Tout passe, tout cool. Tout passe, tout cool, c'est la formule d'Héraclite. Elle vaut aussi pour les régimes politiques, quels qu'ils soient, les tyrannies comme les démocraties. Je pense qu'en Occident, on a connu un moment démocratique. On a connu un moment démocratique, en gros, je dirais, durant la première moitié du XXe siècle. Malgré les guerres mondiales. Malgré les guerres mondiales. Ça a duré jusque dans les années 60. Et à partir de ce moment-là, le régime est entré dans une période de corruption. Le régime démocratique est entré dans une période de corruption. Il y a eu un long passage de la démocratie à l'après-démocratie, c'est le titre d'un autre de mes livres d'ailleurs, l'après-démocratie, et de l'après-démocratie elle-même à ce qui est clairement aujourd'hui un régime, je dirais même pas tyrannique, mais clairement totalitaire. Mais c'est un totalitarisme soft, comme on dit, doux, au moins en apparence, parce que la réalité derrière l'apparence est comme celle d'un régime extrêmement dur, extrêmement violent, ne reculant d'ailleurs devant aucune espèce de violence, capable de tout, avec une police redoutable, féroce. Voir ce qui s'est passé en France durant l'épisode des Gilets jaunes, voir ce qui se passe actuellement avec Julian Assange et les conditions de sa détention. Personne ne parle de ça, et pour cause. Alors, on peut se poser la question de savoir pourquoi personne n'en parle. Qu'est-ce que font les médias? Quel est le travail des médias? Etc. etc. Donc je pense qu'on est aujourd'hui dans un régime qui n'a plus rien à voir naturellement avec la démocratie, mais ça c'est pas nouveau, mais qui en plus de ce qu'elle est dans un régime qui était oligarchique, au sens classique, aristotélicien presque du mot, aujourd'hui a basculé clairement dans le totalitarisme, et on l'a vu avec cette pandémie. En fait, je vais me corriger ici un peu par rapport à ce que je disais, je pense que clairement la pandémie nous a fait basculer dans le totalitarisme. Ça, c'est assez évident. Donc le gouvernement se permet aujourd'hui de faire des choses que personne jusqu'ici n'a osé faire ce qu'il est en train de faire, tracer numériquement les populations, les obliger à porter des applications de smartphones qui permettent de les tracer de cette manière, etc. Ça, c'est sans précédent, c'est complètement inédit. Et ce qui m'étonne, moi, ce qui me surprend, c'est une question que je me pose, c'est comment se fait-il que les gens acceptent tout ça? Tout ça est accepté, tout ça, personne ne proteste. Mais alors, c'est vrai que c'est le cas de toutes les dictatures. Enfin, chose curieuse, quand on regarde un peu en tant qu'historien comment est-ce que les dictatures se sont installées, il y a toujours eu ce moment de non-résistance à l'évidence. Il est évident qu'on bascule dans la tyrannie, dans le despotisme, dans le totalitarisme. Tout le monde, ça crève les yeux. C'est une évidence. Et malgré ça, personne ne lève le petit doigt, personne ne proteste. Alors, est-ce que les gens ont peur? Moi, je pense que l'élément essentiel, à côté de la peur, qui est évidente, les gens ont peur de la police. Ils ont peur de la police. Mais à côté de ça, il y a, je pense, un manque d'éducation. C'est-à-dire que les gens n'ont plus les repères qui autrefois leur permettaient de poser les noms qu'il fallait sur les choses qu'ils voyaient. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit la police qui se permet n'importe quoi. C'est le signe de quoi? C'est le signe de la tyrannie. Parce qu'il y a des précédents qui le montrent. Les gens n'ont plus ces points de repère en tête parce que l'école ne leur a... L'école servait à ça, c'est aussi dans les cours d'histoire de leur montrer à quoi ressemblait un despotisme, à quoi ressemblait une tyrannie. Aujourd'hui, c'est plus tout le travail qu'on fait à l'école. L'école sert à toutes sortes d'autres choses, pas le lieu ici d'en parler, mais elle ne sert plus à fournir les élèves, à leur donner le bagage historique nécessaire pour leur permettre de porter une appréciation sur ce qui va autour d'eux. Dans ton livre Le temps d'Antigone, tu encourageais les gens à parler, à dire ce qu'ils pensent et fondamentalement de s'opposer à une tyrannie. Ça n'a pas l'air d'être le cas, ou y a-t-il des gens qui s'y opposent? Bon, c'est ce qu'on essaye de faire dans l'antipresse, on appelle les choses par leur nom, on pose les mots qu'il faut sur les choses, on ne cherche pas à édulcorer la réalité,
on fait notre travail. On ne peut pas demander à quelqu'un de faire plus que ce qu'il est capable de faire. Alors, nous faisons, nous, à l'Antipresse, ce dont nous sommes capables. Et c'est aux autres aussi à apporter leur part, leur pierre à l'édifice. Nous, on apporte notre propre pierre à l'édifice. Et on fait ce que nous pouvons. Chacun est appelé à faire ce qu'il peut, pas plus que ce qu'il peut. Y a-t-il des raisons à l'optimisme? À long terme, oui. À long terme, oui. À court terme, non. Donc, pour résumer les choses, je dirais que la dictature actuelle est promise à l'effondrement, mais ça ne se passera pas sans d'énormes bouleversements et probablement des milliers et des milliers de morts. Et à ce titre-là, on ne peut pas être optimiste. Ce sont des choses dramatiques qui nous attendent. Mais au-delà de ces choses dramatiques, au-delà de ce point de passage, il s'agit d'un point de passage. Je pense qu'on peut être... tout ce qu'on essaie de mettre en place aujourd'hui dans le domaine sociétal, par exemple, est tellement, je vais lâcher le mot contre nature, que forcément, à un moment donné, la nature va se révolter et les choses vont retrouver leur cours normal. Donc, tout ce qui est en train de se mettre en place va disparaître, va s'effondrer. Mais ça ne se passera pas sans les feux de l'enfer. Tout ça est bien décrit dans un certain nombre de textes visionnaires de grands auteurs. Je pense en particulier à décrit très très bien chez Dostoïevski, dans les Frères Karamazov, dans Les Possédés, à notre époque par des auteurs comme Zinoviev, Alexandre Zinoviev, le grand dissident soviétique, par des romanciers. On pense qu'aussi les romanciers ont beaucoup parlé de ces choses en tant que visionnaires. Je pense à un auteur suisse comme Ramu, dans Si le soleil ne revenait pas, c'est un des plus beaux romans de Ramu, ou d'Herborance, etc. Ce sont des métaphores de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il faut lire ces textes de Ramu dans cette perspective-là. C'est beaucoup plus important de lire un roman de Ramu que de suivre l'information au quotidien dans les journaux, enfin ce qu'on permet de lire dans les journaux aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 13 juin. Nous n'avons pas encore les résultats des votations qui ont lieu aujourd'hui en Suisse. Il y a des sujets importants. Que signifierait un oui et que signifierait un non à ces objets très importants que l'on vote aujourd'hui? Alors, c'est des objets qui sont différents les uns des autres. On ne peut pas tous les mettre dans le même sac. Dans deux de ces objets, la loi Covid et puis la loi sur l'antiterrorisme, très clairement, on donne toutes les clés de l'appartement à l'État. Est-ce qu'on a tellement envie de donner toutes les clés de l'appartement à l'État et de se dépouiller soi-même de tout instrument de résistance et d'opposition? C'est ça l'objet du débat. D'ici que cette vidéo sera publiée, nous aurons les résultats. On verra bien à quelle sauce on va être mangé ou pas, ou si le peuple a encore un sens de conservation. C'est-à-dire que moi, je n'accepterai jamais de me laisser manger. C'est-à-dire que je regarde ce qui se passe. C'est possible que ces objets soient acceptés. Jamais j'accepterai un certain nombre de choses, même si l'État se les autorise. Ça doit être très clair. Oui. On peut te retrouver sur Antipresse et dans tes livres. J'ai un public plutôt jeune. Est-ce que tu aurais, pour conclure, un message à la jeune génération qui nous écoute? N'accepte pas cette différence qu'on fait entre les générations. On est tous embarqués dans le même bateau. Très bien. À très bientôt, Eric. Merci.